Bienvenue dans Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants. Le rendez-vous passionnant dédié à célébrer et mettre en lumière le talent exceptionnel des femmes artistes, toutes disciplines confondues. Je suis Coris, ton hôte passionnée, et je suis ravie de t'emmener dans un voyage captivant à travers le monde diversifié de la créativité féminine. Chaque épisode de ce podcast est plongé dans l'univers artistique de femmes talentueuses, qu'elles soient peintres, musiciennes, écrivaines, danseuses, cinéastes ou artistes de tout autre genre. Nous sommes ici pour briser les barrières, élargir les horizons et mettre en avant des voix souvent sous-représentées dans le monde de l'art. En explorant les parcours, en partageant leurs histoires et en découvrant leurs œuvres, je souhaite créer un espace où l'excellence artistique féminine peut pleinement s'épanouir. Ensemble, découvrons des perspectives uniques, des idées inspirantes et des talents extraordinaires qui enrichissent notre monde. Rejoins-moi dans cette aventure bi-hebdomadaire où chaque épisode est une ode à la créativité. Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants t'invite à écouter, à apprendre, à célébrer l'incroyable richesse artistique que les femmes apportent à notre société. Prépare-toi à être émerveillé, inspiré et ému par ces voix qui méritent d'être entendues. Bonjour Coris, merci beaucoup pour ton invitation. J'ai commencé mon parcours en faisant des humanités artistiques, où j'étais en arts plastiques. Et j'ai découvert parallèlement à ça le monde du hip-hop dans les années 90. En fait, en 94-95, j'ai découvert le monde du hip-hop et le monde du rap plus précisément. Et je me suis rapidement rapprochée de certains groupes de rap belges et j'ai commencé à faire du rap en 95-96 et je suis parmi les premières rappeuses en Belgique. J'ai toujours continué un petit peu à dessiner, à peindre à la maison, mais c'était plus de l'ordre de l'occupationnel. Quelques années plus tard, le slam est apparu en Belgique parce qu'on n'en avait jamais entendu parler avant. Il y a eu le film Slam qui est sorti au cinéma et via le biais de l'ASBL Les Arts Urbains, on nous a proposé de se tester au slam en fait, et donc c'est là que j'ai commencé à aborder le slam, qui a une écriture qui se rapproche plus de la poésie, on va dire poésie moderne, poésie urbaine, mais avec toujours cette notion de rythme qui a des accents très rythmiques, un peu comme les chants des esclaves. Donc là, j'ai commencé également à écrire des textes plus poétiques, avoir plus de liberté, toujours continuer le rap à fond. J'ai participé à plusieurs compilations, sur des mixtapes, des concerts, des freestyles. Et quand tu parles de rap, tu faisais quoi? Tu écrivais, Alors, je suis MC, donc ça veut dire que j'écris mes textes et je les pose sur de la musique, soit sur des faces B, donc c'est-à-dire qu'on utilise des instrumentales que d'autres artistes ont utilisées et on enregistre dessus, soit on travaille sur nos propres instrus. Par exemple, si je travaille avec un certain DJ, enfin un certain beatmaker plutôt, qui va me faire une instru pour moi, et alors soit je lui achète, soit il me la donne, soit on collabore et je pose dessus. Et alors pour ça, j'ai un home studio à la maison, donc j'ai mon ordinateur, mon micro, ma carte son et un programme que j'utilise. Et je m'enregistre à la maison pour faire une maquette et par la suite concrétise alors en studio, comme ça. Et alors, au fur et à mesure du temps, je suis devenue maman aussi, j'ai 3 enfants magnifiques. Et j'ai commencé à peindre. En fait, étant maman, j'ai fait un peu moins de rap et de slam. J'ai toujours continué à écrire, à travailler à la maison. J'ai essayé de faire un album pendant ce temps-là, mais c'était compliqué parce que j'avais d'autres horaires en fait que mes comparses qui étaient encore plus libres et les 2 pieds dedans. Et donc, il y avait beaucoup de plans qui se faisaient la nuit. Puis, il y a beaucoup d'improvisation aussi. Tu passes une soirée avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, boum, il y a une rencontre qui se fait, il y a un projet qui se concrétise, etc. Et en fait, j'étais
pas dans le même rythme que les gens de ma génération, parce que je suis devenue maman plutôt qu'eux ne sont devenus papas, parce que c'était vraiment un monde d'hommes, hein. Et donc j'ai plus peint, notamment parce que j'avais vraiment un besoin de création, de créativité, d'expression, et c'est quelque chose que je pouvais faire à la maison. Et là, ça fait 4 ans, oui, 4-5 ans que vraiment j'ai repris, je peignais beaucoup, beaucoup, de plus en plus, j'ai peint de plus en plus à la maison. Et oui, ça fait 4-5 ans que maintenant j'ai vraiment repris l'écriture, les scènes, les enregistrements. Et quand tu dis que tu peins, enfin tu t'es mis à peindre, est-ce on peut faire un rapport entre ta peinture, ta façon de peindre et ce que tu écris? Est-ce qu'il y a quelque chose Oui, il y a un fil rouge vraiment, quelque part? oui, il y a vraiment un fil rouge dans le sens où je, je retrace et je transcris, mon univers intérieur, que ce soit en parole ou en peinture. En fait, j'ai vraiment un sentiment qui mature, que j'ai besoin d'exprimer, que ce soit abstrait ou concret, avec le rap ou avec l'écriture slam. Et, et à un moment, ça sort. Mais par exemple, j'ai récemment fait un autoportrait qui s'appelle Stress et qui parlait qui traduit comment je me sens quand je suis stressée, mes coups de sang et comment ça peut me ronger. Et en fait, parallèlement, il y a des textes de slam et des textes de rap qui sont nés aussi, qui parlent de la même thématique. Et je remarque souvent que dans mon travail artistique, il y a quelque chose qui doit sortir, qui a maturé, il y a quelque chose qui doit sortir. Et tant que ça n'a pas été fait vraiment jusqu'au bout, ça ressort de plein de manières différentes jusqu'au moment où vraiment c'est exprimé. Oui, et alors il y a aussi d'autres choses, par exemple, il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder, et ça, je les potasse vraiment. Donc, je les étudie vraiment. Par exemple, je veux parler du féminicide. Je vais pouvoir aborder la question du féminicide et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Euh, j'ai écouté toute une série de podcasts, j'ai lu des articles. J'essaye aussi de conscientiser, donc réaliser. En Belgique, depuis le début de l'année, il y a déjà eu 6 féminicides, notamment un dans le quartier de mon enfance. Qu'est-ce qu'il y a derrière le féminicide? C'est pas juste le meurtre des femmes, c'est une notion de propriété, en fait, où le corps ou la femme en entier appartient à l'homme et ne peut pas partir ailleurs, parce que c'est souvent au moment où la femme décide de partir que le meurtre se fait par des personnes qu'elle connaisse, à 90% des cas. Donc voilà, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai certains ressentis, mais parfois je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Je sais qu'il y a quelque chose qui blesse, je sais qu'il y a quelque chose qui cogne, mais je n'arrive pas à trouver la façon d'en parler et comment traduire ça. Et ça fait partie aussi de ma démarche artistique. J'ai une démarche artistique qui est aussi de l'ordre de la transmission. Je suis convaincue que quand on libère la parole, ça ouvre la voie à d'autres personnes aussi. Au plus on nettoie nous-mêmes nos merdes, en fait, au plus d'autres personnes vont pouvoir après avoir, si tu veux, le sillon commence déjà à être creusé. Tout à fait. Tu parles que tu as enfin, pas des difficultés, mais que tu parfois n'arrives pas à trouver la manière d'exprimer les choses. Est-ce que une voix ou une autre te permet, par exemple la peinture, te le permet plus que si tu devais les dire avec des mots, ou bien ou la création d'objets, ou est-ce que c'est ça que tu veux dire? En fait, quand je peins, je suis plus dans mon corps, et donc c'est plutôt des émotions qui sont traduites dans mes gestes et dans les couleurs que je choisis. Donc c'est la voix du corps, on va dire. Et quand j'écris, c'est plutôt l'intellectuel. Donc il y a toujours l'émotionnel qui est derrière, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et en plus, je suis empathique, ce qui fait que je ressens vraiment les choses de manière parfois phénoménale. Et donc je dirais que c'est plutôt mes émotions qui se traduisent intellectuellement, parce que j'utilise beaucoup de métaphores ou de jeux de mots, d'images. Mais c'est les deux, c'est comme on pourrait dire, c'est les deux pans de la même expression, en fait. D'ailleurs, souvent par exemple, si je publie sur Instagram ou sur d'autres réseaux une peinture, j'aime bien mettre un morceau de texte qui correspond à cette idée, et une musique qui correspond à l'émotion dans laquelle je suis.
c'est souvent le jazz, parce que j'aime le jazz. Le jazz ou hip-hop, en général, c'est toujours dans ce créneau-là. Ça donne un peu une image d'une artiste un peu complète dans le sens où tu utilises plusieurs médiums pour exprimer Oui, des idées, des émotions. oui, Donc oui. ça, c'est plusieurs facettes, quoi. Donc Oui, oui, c'est tout à fait. assez... En fait, je suis très polyvalente. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai choisi de me concentrer que sur certaines choses parce que j'arrivais pas à à pouvoir approfondir vraiment ce que je faisais parce que je faisais un peu de crochet, je faisais un peu de tricot, je faisais de la customisation de meubles, je faisais des bijoux, je faisais de la customisation de vêtements. Enfin, voilà, j'adore, j'ai besoin de fabriquer, de construire des choses. Et donc, à un moment, j'ai décidé de choisir un certain créneau pour pouvoir aller plus loin et pas m'éparpiller, parce que j'avais ce besoin aussi, moi, de m'accomplir dans ces domaines, de m'accomplir en tant qu'être humain et en tant que femme aussi. Et pas de me laisser noyer ni par le quotidien, ni par les 1000 occupations qui m'aidaient à tenir le coup, parce que je ne faisais pas vraiment ce qui était moi, c'est-à-dire la peinture et le rap et le slam. En regardant tes peintures, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une approche très méditative, comme ça, quand ce sont des thématiques plus abstraites, qui ne sont pas des portraits ou des autoportraits, et qui sont un peu comme si ton esprit allait d'un endroit à l'autre, et qu'au final, ça avait une construction qui avait un sens caché peut-être, ou une symbolique qui apparaît en fait au final. Donc c'est un peu comme ça que ça s'exprime, ou c'est comme ça que tu fonctionnes ou... En général, déjà, j'essaye toujours de travailler en étant connectée vraiment à moi et à l'univers. Je sais que ça peut paraître un peu je suis une chamane. C'est Mais très oui, bien les donc chamans. vraiment me connecter à mon monde intérieur, à mon ressenti, à être dans une espèce de transe en fait. Auparavant, je laisse maturer ce que je veux exprimer. Parce qu'en abstrait, c'est pas toujours quelque chose dont je veux parler, mais c'est plutôt ce que je veux exprimer. Et alors, en général, j'ai plus ou moins une vision des couleurs et du genre de trait que je veux avoir pour traduire l'énergie que je veux exprimer. Donc je commence par faire un fond d'une certaine couleur, je sélectionne les couleurs que je veux utiliser, mais tout ne peut pas se faire à l'instant parce qu'il faut que les couches sèchent, que ça prend du temps, que je travaille souvent dans des grands formats de 1,20 m sur 1 mètre, parfois plus grand, parfois plus petit. Donc une première couche de couleur et après c'est vraiment les gestes qui parlent. Où en fait, si tu veux, c'est comme si je récitais un mantra de ce que je veux exprimer, que ce soit si je veux exprimer, je sais pas moi, la connexion à l'univers, un truc un peu astral, ou bien si je veux communiquer quelque chose de plus animal ou de plus sauvage, mes gestes vont être différents. Je vais aller plus dans des gestes rapides, saccadés, si c'est quelque chose de plus violent ou qui m'a blessé intérieurement, de quelque chose peut-être de l'ordre du plus méditatif, si par exemple j'exprime l'univers ou la musique ou une sensation par rapport à un pays, ou si je veux raconter quelqu'un que je connais. Par exemple, si je veux raconter quelqu'un que je connais à travers une toile abstraite, parce que j'ai jamais fait de portrait, j'ai fait que des autoportraits, je vais penser au ressenti que la personne m'apporte et mes traits vont aller avec la musique intérieure, si tu veux. Et puis après, il y a tout le travail de détail et vraiment d'aller dans l'équilibre et ma perception de la perfection de ce que je veux exprimer, dans le sens où il faut que tous les traits soient exactement... Même si je travaille à l'instinct, j'ai pas de brouillon, je fais pas de croquis à l'avance, mais tous les traits doivent être juste là où je veux qu'ils soient. Et souvent, je travaille aussi en écoutant mon inconscient, parce que je ferme un peu à moitié les yeux pour voir où je dois mettre le trait, si tu veux, pour me laisser, pour écouter mon intérieur, si tu veux. Mais ça finit par quelque chose de très harmonieux au final. Donc, Oui, il y a un équilibre qui s'installe et mes peintures abstraites, en automatiquement. fait, ont ça de particulier que tu peux les tourner dans tous les sens.
Tu peux les mettre horizontales, verticales, à l'endroit, à l'envers, parce que j'ai cette soif de l'équilibre de la composition. En fait, je voudrais que tu me parles de ton approche, de ton intérêt pour la condition féminine. Et au-delà de ça, par rapport à ton statut de femme artiste, si on peut délimiter ça, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, Oui. voilà. Eh bien, d'abord, j'ai été élevée par une maman célibataire. Donc, notre cellule familiale, c'était une maman et 2 filles, même si je voyais mon père un week-end sur 2. J'aime bien citer une phrase de ma mère qui dit, quand on me demande si je suis féministe, elle répond que quand elle était mariée avec mon père et que c'est elle qui ramenait l'argent à la maison parce que mon père faisait son service militaire et qu'à la banque, on lui a demandé si elle avait l'autorisation de son mari pour pouvoir avoir une carte de banque, oui, elle est féministe. En fait, d'abord, pour moi, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, avant tout, ce n'est pas les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes. C'est l'équilibre entre les femmes et les hommes, que chacun puisse prendre sa pleine place en entièreté, qu'on puisse être une femme puissante, pas dans le sens, aussi même puissance financière, etc. Mais je parle plutôt de puissance, quelqu'un qui prend toute sa place, qui a une opinion, qui a une pensée, qui a des épaules aussi pour faire face, qu'on puisse aussi être fait de vagues, avec des creux, enfin avec des hauts et des bas, avec de la sensibilité, et que ça n'est pas moins valable qu'autre chose, d'une part. D'autre part que, et ça c'est une petite parenthèse, mais pour moi, un vrai homme a les épaules pour être avec une femme qui a du caractère. Sinon, ben, ça veut dire quoi? Qu'il a besoin d'avoir une femme fragile parce qu'il n'est pas capable de surmonter des choses. J'ai envie de parfois remettre un peu les choses en place parce que voilà. Plus ça va, en fait, c'est un petit peu, tu sais, comme on dit take the pills quand tu choisis de prendre, comme dans Matrix, hein, la pilule bleue ou la pilule rouge. À un moment, tu décides d'ouvrir les yeux et puis tu te rends compte que. Je me rends compte, par exemple, que quand je vais à l'hôpital parce que mon fils doit se faire opérer de l'appendicite en urgence, on s'adresse au père de mon enfant en lui disant eh bien voilà, pratiquement, il va rentrer, il va sortir à tel moment de l'hôpital, ça va se passer comme ça de manière pratique. Et chez moi, on vient en disant et donc il faudra bien lui mettre du mercurochrome et faire attention à sa température, etc. Oui, what the fuck, en fait, c'est moi qui vais le conduire, c'est moi qui vais le chercher, c'est moi qui vais mettre le mercurochrome, c'est moi qui vais acheter les médicaments et c'est moi qui vais payer pour tout ça, en fait. C'est donc réfléchir un petit peu aussi à ce que tu dis, tu vois. Le fait aussi en tant que condition de femme, le fait est que dans la société où on est actuellement, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, les normes sont en train d'être bousculées, ce qui n'est pas du tout confortable pour beaucoup de personnes, ben, on ouvre les yeux et on se rend compte que les opportunités professionnelles sont moins ouvertes aux femmes dans tous les domaines, notamment parce que les hauts postes sont pris et donnés à des hommes, qui ont donc moins d'affiliation avec les femmes, notamment en tant que femme artiste. Si tu, par exemple, moi, si je veux parler de la ménopause, par exemple, qui aura envie de parler de ça, tu vois, je veux dire, voilà, il faut voir quels sont les intérêts communs aussi, il y a tout ça en filigrane. Actuellement, il y a le pouvoir qui est mis en balance aussi fort, parce que justement, les femmes reprennent le pouvoir et que parfois, je pense, ça doit être extrêmement compliqué pour les hommes aussi de pouvoir se retrouver dedans. Je pense aussi que chacune et chacun d'entre chacune et chacun d'entre nous, danse ensemble de la même manière. Quand on s'enferme dans un couple qui ne fonctionne pas, on est deux à mener la danse. On est deux à mener la danse avec tout ce qu'on nous a inculqué et appris. Quelles sont les normes? Sois une gentille petite fille parce que si tu n'es pas une gentille petite fille, tu n'auras pas de mari. Et puis il y a tous les trucs ancestraux aussi, en fait, qui nous restent. Hein. On est marqué
par des générations. Il y a quand même aussi le mythe de la sorcière qui était une femme libre qui s'est fait brûler sur les bûchers. Tout ça, c'est des choses en fait qui ont marqué l'inconscient collectif. Hein. On dit, nous sommes les petites filles, les arrière-petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. C'est quand même des symboles forts qui ont été marqués en Europe, où quand tu sais que parfois dans certains villages, il restait une ou deux femmes sur un village de 500 personnes, et toutes les femmes ont été éradiquées de ce village. On voit aussi que ce sont les femmes plus âgées qui n'avaient plus besoin d'hommes pour avoir des enfants, qui avaient trouvé leur autonomie, qui avaient libéré la parole, qui ont été brûlées. Enfin, vraiment, il y a eu des choses vraiment graves. Et donc, il y a tout un inconscient collectif, et puis l'inconscient collectif judéo-chrétien aussi derrière. Bon, moi, je parle en Europe parce que je suis belge, je suis européenne, mais il y a des choses parallèles qui se passent sur tous les continents. Mais je ne vais pas en parler moi parce que c'est pas. D'abord, je ne suis pas experte en Europe, ni en féminisme, ni rien. Là, c'est juste ma parole personnelle et mon ressenti, mon expérience de vie. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit partout, alors que dans des temps plus anciens, les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir, mais petit à petit, aussi avec la religion, il y a eu un écrasement du pouvoir de la femme. C'est quelque chose que tu as envie ou que tu exprimes dans ton art aussi? Alors c'est quelque chose que j'exprime dans mon art, presque au-delà de moi. Maintenant, je fais les choses plus consciemment. Par exemple, j'ai participé à un festival féministe qui s'appelle Un autre 8 mars, qui s'est passé en Bretagne pendant les grandes vacances, où j'ai été faire un concert de rap et j'ai donné un atelier d'écriture là-bas. Ça m'a fait un bien fou, en fait, et où j'ai vraiment envie de pouvoir encore vivre des expériences comme ça. Oui, en fait, le féminisme, enfin en fait, c'est même pas le féminisme, c'est ma vie en tant que femme, ce que je ressens en tant que femme, au-delà du féminisme, qui en fait partie évidemment, parce qu'en plus je suis quelqu'un qui est très à cheval sur la justice, l'authenticité, l'égalité. Oui, ça s'exprime. Ben, j'ai un texte dont le refrain c'est être tout et son contraire, assumer tes arrières tout en gardant la flamme. Bref, ça finit être ta mère, ta pute et ta femme, quoi. Tu vois, dans le sens où en fait on doit avoir toutes les casquettes en même temps, en ayant le sourire et en étant une petite chose fragile. Donc en même temps, tu dois assumer tout porter sur tes épaules, ne parlons même pas de la charge mentale, mais en plus, tu dois être une petite chose fragile au service de son mari qui est si gentil et si doux et protecteur envers nous. Et en fait, moi, dans mon parcours artistique, j'ai fait partie d'un collectif où j'étais la seule femme et il y avait 20 bons hommes avec moi, tu vois. Et il y a cette question qui se pose beaucoup dans le hip-hop et dans le rap, enfin dans la culture hip-hop. Quelle est l'identité de la femme dans le rap? Pendant très longtemps, ça a été ou bien tu es la petite sœur qu'on doit protéger et qui a parfois même des arguments plus masculins, enfin pas plus masculins, plus machos que les hommes eux-mêmes. Tu vois, oui, c'est toutes des salopes, moi je suis pas une salope, enfin tu vois, un peu ce genre d'argument. Et de l'autre côté, l'image de la femme pute. Mais l'image d'une femme normale, avec une sexualité, avec des pensées. Tu peux avoir un décolleté et être quelqu'un de tout à fait bien, et puis en fait tu peux te taper plein de mecs et être quelqu'un de tout à fait bien, tout comme tu peux ne pas du tout avoir envie de relation avec quelqu'un. Enfin, il n'y a pas de corrélation en fait. Et donc ça, il y a vraiment une question qui se pose vraiment. Il y a Benjamin Veil qui parle beaucoup de ça sur les réseaux, qui a écrit un livre qui s'appelle À qui profite le sale, qui parle beaucoup justement, notamment de la question féminine dans le rap. Il y a plein de sources, hein, de toute façon, c'est un sujet vaste. Mais moi-même, en fait, par rapport à mon parcours, j'ai été jeune femme, trouver mon identité. J'ai été pionnière du rap en Belgique
comment trouver des repères féminins. Mes seuls repères féminins, c'était les rappeuses aux États-Unis, où tu avais d'un côté Heather B, MC Lyte, qui était carapassée à fond dans des grosses vestes à fond, et de l'autre côté, tu avais Foxy Brown qui avait plutôt le côté grosse salope, tu vois, sans aucun jugement de ma part, ni d'un côté ni de l'autre, tu vois. Mais voilà, et donc j'ai dû me construire mon identité de femme dans ce milieu-là, mon identité de femme en tant que fille de parents divorcés, avec d'un côté une maman quand même méfiante de la gente masculine, et avec un père plutôt déviant. Vas-y, pour trouver tes marques là-dedans, ton équilibre. Mon identité en tant qu'épouse, où tu sais, en même temps, j'étais moi déchirée, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est je me marie et en même temps j'ai envie de vivre une vie de... En plus je me suis mariée avec un manager et donc j'espérais vraiment pouvoir fonder une famille tout en ayant une vie d'artiste et un peu bohème, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Très vite, je suis devenue une maman et une épouse et le reste était vraiment mis de côté parce qu'il fallait d'abord avoir préparé à manger, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, avant de pouvoir penser à autre chose. Même si on te dit que tu as la liberté de le faire, mais en fait, on n'a que 24 heures dans une journée. Et si tu veux me donner la liberté, ben aide-moi en fait. Enfin, même pas aide-moi, fais ta part, simplement. Parce qu'on a tendance à dire aide-moi, mais non. Les hommes n'ont pas à garder leurs enfants, les hommes ont à s'occuper de leurs enfants. C'est pas du tout la même chose. Et donc, ben oui, en fait, être Frida Kahlo ou la petite maison dans la prairie, comment trouver un équilibre entre les deux. Et puis en tant que femme divorcée, qui je suis dans ce monde, quelle est ma place, comment j'ai envie de vivre les choses, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Bon, et tout ça, c'est un cheminement, une maturité. Mon discours n'est pas le même que quand j'avais 20. J'ai 47 ans maintenant, mon discours n'est pas le même que quand j'en avais 20. Si j'ai envie d'exprimer quelque chose, c'est maintenant que je dois le faire, parce que sinon après... je peux encore le faire, en fait. C'est aussi un mythe, ça, par exemple, de se dire à 40 ans, la vie est finie. Enfin, bon, voilà, il y a plein... Pour les femmes, absolument, parce que le début de la gloire commence à 40 ans pour les hommes. Voilà. Tu me parlais aussi de ton actualité, de cette résidence d'artiste dans laquelle tu participes à l'ACUM. Oui. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors dans mes actualités, il y a plusieurs choses. D'une part, je suis en résidence artistique à la Maison de la Création de Laken, où j'ai eu la possibilité j'ai la possibilité d'utiliser un local pendant 6 mois, donc du mois de janvier au mois de juin. Je prépare une série de bustes de bustes féminins en papier mâché qui parlent de problématiques féminines en relation au corps des femmes et avec en filigrane des questions sociétales derrière. Donc par exemple, j'ai un buste qui va parler du corps de la femme qui est un corps objet. Mais venez voir la sortie de résidence qui va se passer le 21 juin, donc à la Maison de la Création à Laken, et où je vais également faire un concert de rap et de slam. Quelque temps avant, mais je n'ai pas encore les dates, je vais donner un atelier d'écriture autour de la question du corps des femmes. Je vais participer le 16 et le 17 mai à un festival d'auto-louange en France, à Melun, où je suis invitée pour représenter la Belgique. Oui. La technique de l'auto-louange, c'est une technique d'écriture que j'ai appris auprès de Marie Milis, qui est une grande dame qui a mis, on va dire, à la sauce européenne. Mais tu sais, toutes des traditions ancestrales qui relatent les exploits de nos ancêtres. Le Kassala, un rite ancestral chez les Balouba, notamment, mais on parle aussi de l'arbre à palabres, des griots aussi, qui rendent gloire aux ancêtres et à leurs exploits, et en tant que personne, étant la digne descendance de grandes personnes, ça donne une gloire et une noblesse à notre nom. En Europe, voilà, à moins que tu sois un duc ou une duchesse, on ne parle pas beaucoup de nos ancêtres en fait, hein, ou à peut-être une génération ou deux, mais pas plus.
Et donc l'idée était vraiment de rendre hommage, de retrouver notre noblesse. Et pour ça, c'est une technique d'écriture qui est assez simple, parler en jeu, extrapoler, donc exagérer ce qu'on dit et parler vrai. Et donc moi j'ai fait plusieurs formations avec Marie-Mélisse. Et là, elle m'a proposé d'aller participer à ce festival d'auto-louange à Melun. C'est au mois de mai. J'ai la grande chance aussi d'être éditée dans un recueil qui s'appelle On ne s'excuse de rien, qui est édité à l'édition Maelstrom et mise en œuvre par un groupe de slameuses qui s'appelle El Slam, dans lequel il y a Julie, Elisette Lombé et Mel Moya, qui sont des figures connues du slam. Donc ça sort le 16, là maintenant, le 16 mai. Là, il va y avoir plusieurs événements pendant l'année par rapport à ça. Je prépare mon album, enfin un EP, donc c'est-à-dire c'est comme un album avec un petit peu moins de titres. Il sera rap et slam, et alors j'ai un projet qui est plutôt de l'ordre littéraire, mais voilà, on est aux prémices. Je prospecte pour faire des expos, je continue à donner par-ci par-là. Pendant les grandes vacances, là, je vais donner un atelier de 4 jours d'écriture et de création d'un livre-objet pour les 12-15 ans, en collaboration avec la bibliothèque de Evere. Voilà, 1000 projets. Merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà pour aujourd'hui dans Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants. J'espère que tu as été aussi inspiré que moi en découvrant ces incroyables femmes artistes et en explorant leurs histoires fascinantes. Avant de conclure, je tiens à rappeler l'importance de soutenir et de promouvoir la diversité dans le monde de l'art. N'oublions pas que derrière chaque œuvre se cache une voix unique, une perspective singulière et un talent exceptionnel. En partageant ces récits, nous contribuons à créer un monde où l'égalité artistique est une réalité, où chaque femme artiste peut voir son travail reconnu et célébré à sa juste valeur. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites continuer à explorer le monde captivant des femmes artistes, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, donc Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants, sur tes plateformes préférées. Et bien sûr, partage cet épisode avec tes amis, ta famille et tous ceux qui partagent la passion de découvrir et de soutenir le talent artistique féminin. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette aventure artistique. Reste à l'écoute pour de futures découvertes artistiques incroyables. Je suis Coris, ton hôte dévoué, t'invitant à célébrer la créativité féminine sous toutes ses formes. À bientôt sur Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants.